Alors c'est qui ce Tom et cette Sarah? C'est bizarre parce que ben ils sont anglais. Rodolphe, il a l'air d'être français. Quoiqu'en fait non, parce que le charbonnier qui en fait est son ami, au début je croyais que c'était un inconnu qui le prévenait, mais en fait ça a l'air d'être son ami, vu qu'il le prévient que Tom et Sarah arrivent, il lui parle en anglais aussi. Donc est-ce que Rodolphe c'est un anglais aussi qui parle super bien français, ou est-ce que c'est un français qui a des connaissances anglaises? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Est-ce qu'ils lui veulent du bien? Est-ce qu'ils lui veulent du mal? Et est-ce que Rodolphe, c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal? Pourquoi est-ce qu'il s'enfuit de Tom et Sarah? Un nouveau mystère. Chapitre 7. La bourse ou la vie. Au bruit que fit la porte en se fermant, Tom et Sarah sortirent de leur rêverie. Ils se levèrent et remercièrent le chourineur des renseignements qu'il leur avait donnés. Celui-ci leur inspirait moins confiance depuis qu'il avait vulgairement mais sincèrement exprimé sa grossière admiration pour Rodolphe. Au moment où le chourineur sortit, le vent redoublait de violence, la pluie tombait à torrents. Le maître d'école et la chouette, embusqués dans une allée qui faisait face au tapis franc, virent le chourineur s'éloigner du côté de la rue où se trouvait une maison en démolition. Bientôt ses pas, un peu alourdis par ses fréquentes libations de la soirée, se perdirent au milieu des sifflements du vent et du bruit de la pluie qui fouettait les murailles. Tom et Sarah sortirent de la taverne malgré la tourmente et prirent une direction opposée à celle du chourineur. Ils sont enflaqués, dit tout bas le maître d'école à la chouette. Débouche ton vitriol, attention. Ôtons nos souliers, ils ne nous entendront pas marcher derrière eux, dit la chouette. Tu as raison, la chouette, toujours raison. Je n'aurais pas pensé à ça. Faisons patte de velours. Le hideux couple ôta ses chaussures et se glissa dans l'ombre en rasant les maisons. Grâce à ce stratagème, le bruit des pas de la chouette et du maître d'école fut tellement amorti qu'ils suivirent Tom et Sarah presque à les toucher sans que ceux-ci les entendissent. Heureusement, notre fiacre est au coin de la rue, dit Tom, car la pluie va nous tremper. N'avez-vous pas froid, Sarah? Peut-être apprendrons-nous quelque chose par le contrebandier, par ce bras rouge, dit Sarah pensive sans répondre à la question de Tom. Tout à coup, celui-ci s'arrêta. Il n'était qu'à une petite distance de l'endroit désigné par le maître d'école pour commettre son crime. Je me suis trompé de rue, dit Tom. Il fallait prendre à gauche en sortant du cabaret. Nous devons passer devant une maison en démolition pour retrouver notre fiacre. Retournons sur nos pas. Le maître d'école et la chouette se jetèrent dans l'embrasure d'une porte pour n'être pas aperçus de Tom et de Sarah, qui les coudoyèrent presque. Au fait, j'aime mieux qu'ils aillent du côté des décombres, dit tout bas le maître d'école. Si le messière regimbe, j'ai mon idée. Tom et Sarah, après avoir de nouveau passé devant le tapis franc, arrivèrent près d'une maison en ruine. Cette masure étant à moitié démolie, ses caves découvertes formaient une espèce de gouffre le long duquel la rue se prolongeait en cet endroit. Le maître d'école bondit avec la vigueur et la souplesse d'un tigre. D'une de ses larges mains, il saisit Tom à la gorge et lui dit « Ton argent, ou je te jette dans ce trou !» Et le brigand, repoussant Tom en arrière, lui fit perdre l'équilibre. D'une main le retint pour ainsi dire suspendu au-dessus de la profonde excavation, tandis que de l'autre main il saisit le bras de Sarah comme dans un étau. Avant que Tom eût fait un mouvement, la chouette le dévalisa avec une dextérité merveilleuse. Sarah ne cria pas, ne chercha pas à se débattre. Elle dit d'une voix calme « Donnez-leur votre bourse, Tom !» et, s'adressant au brigand, « Nous ne crions pas, ne nous faites pas de mal. » La chouette, après avoir scrupuleusement fouillé les poches des deux victimes de ce guet-apens, dit à Sarah « Voyons tes mains s'il y a des bagues. »« Non, dit la vieille en grommelant, tu n'as donc personne pour te donner des anneaux. Quelle misère !» Le sang-froid de Tom ne se démentit pas pendant cette scène aussi rapide qu'imprévue. « Voulez-vous faire un marché ? Mon portefeuille contient des papiers qui vous seront inutiles. Rapportez-le-moi, et demain je vous donne 25 louis, dit Tom au maître d'école, dont la main l'étreignait moins rudement. Oui, pour nous tendre une souricière, répondit le brigand. Allons, file, sans regarder derrière toi. Tu as du bonheur d'en être quitte pour si peu. Un moment, dit la chouette. S'il est gentil, il aura son portefeuille, il y a un moyen. Puis, s'adressant à Tom. Vous connaissez la plaine Saint-Denis? Oui. Savez-vous où est Saint-Ouen? Oui. En face de Saint-Ouen, au bout du chemin de la Révolte, la plaine est plate. À travers champs, on y voit de loin. Venez-y demain matin, tout seul. Aboulez l'argent, vous m'y trouverez avec le portefeuille. Donnant, je vous le rendrai. Mais il te fera pincer, la chouette. Pas si bête. Il n'y a pas mèche, on voit de trop loin. Je n'ai qu'un œil, mais il est bon. Si le messière vient avec quelqu'un, il ne trouvera plus personne, j'aurai déménagé.
Sarah fut frappée d'une idée subite. Elle dit au brigand: « Veux-tu gagner de l'argent ?»« Oui. »« As-tu vu dans le cabaret d'où nous sortons, car maintenant je te reconnais, as-tu vu l'homme que le charbonnier est venu chercher ?»« Un mince à moustache ? Oui, j'allais manger un morceau de ce mufle-là, mais il ne m'a pas donné le temps. Il m'a étourdi de 2 coups de poing et m'a renversé sur une table. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh, je me vengerai. » « Eh bien, il s'agit de lui, dit Sarah. « De lui, s'écria le maître d'école. Donnez-moi 1000 francs, je vous le tue. »« Sarah, s'écria Tom avec épouvante. Misérable, il ne s'agit pas de le tuer, dit Sarah au maître d'école. De quoi donc, alors ? Venez demain à la plaine Saint-Denis. Vous y trouverez mon compagnon, reprit-elle. Vous verrez bien qu'il est seul. Il vous dira ce qu'il faut faire. Ce n'est pas 1000 francs, mais 2000 francs que je vous donnerai si vous réussissez. Fourline, dit tout bas la chouette au maître d'école, il y a de l'argent à gagner. C'est des daims huppés qui veulent monter un coup à un ennemi. Cet ennemi, c'est ce gueux que tu voulais crever. Faut y aller. J'irai, moi, à ta place. 2000 balles, mon homme, ça en vaut la peine. Eh bien, ma femme ira, dit le maître d'école. Vous lui direz ce qu'il y a à faire, et je verrai. Soit, demain, à 1 heure. À 1 heure. Dans la plaine Saint-Denis ? Dans la plaine Saint-Denis. Entre Saint-Ouen et le chemin de la Révolte, au bout de la route. C'est dit, et je vous rapporterai votre portefeuille. Et vous aurez les 500 francs promis, et un acompte sur l'autre affaire si vous êtes raisonnable. Maintenant, allez à droite, nous à gauche, ne nous suivez pas, sinon... Et le maître d'école et la chouette s'éloignèrent rapidement. Le démon nous est venu en aide, dit Sarah. Ce bandit peut nous servir. Sarah, maintenant j'ai peur, dit Tom. Moi, je n'ai pas peur, j'espère au contraire. Mais venez, venez, je me reconnais, le fiacre ne doit pas être loin. Et les 2 personnages se dirigèrent à grands pas vers le parvis Notre-Dame. Un témoin invisible avait assisté à cette scène. C'était le chourineur qui s'était tapi dans les décombres pour se mettre à l'abri de la pluie. La proposition que fit Sarah au brigand, relativement à Rodolphe, intéressa vivement le chourineur. Effrayé des périls qui menaçaient son nouvel ami, il regretta de ne pouvoir l'en garantir. Sa haine contre le maître d'école et contre la chouette fut peut-être pour quelque chose dans ce bon sentiment. Le chourineur se résolut d'avertir Rodolphe du danger qu'il courait. Mais comment y parvenir ? Il avait oublié l'adresse du soi-disant peintre en éventail. Peut-être Rodolphe ne reviendrait-il pas au tapis franc, comment le retrouver ? En faisant ces réflexions, le chourineur avait machinalement suivi Tom et Sarah. Il les vit monter dans un fiacre qui les attendait devant le parvis Notre-Dame. Le fiacre partit. Une idée lumineuse vint au chourineur. Il monta derrière cette voiture. À 1 heure du matin, ce fiacre s'arrêta sur le boulevard de l'Observatoire, et Tom et Sarah disparurent dans une des ruelles qui aboutissent à cet endroit. La nuit était noire. Le chourineur ne put signaler aucun indice qui lui servît à reconnaître plus précisément le lendemain les lieux où il se trouvait. Alors, avec une sagacité de sauvage, il tira son couteau de sa poche, fit une large et profonde entaille à un des arbres auprès desquels s'était arrêtée la voiture, puis il regagna son gîte dont il s'était considérablement éloigné. Pour la première fois depuis longtemps, le chourineur goûta dans son taudis un sommeil profond qui ne fut pas interrompu par l'horrible vision de l'abattoir au sergent, comme il disait dans son rude langage. Chapitre 8. Promenade. Le lendemain de la soirée où s'étaient passés les différents événements que nous venons de raconter, un radieux soleil d'automne brillait au milieu d'un ciel pur. La tourmente de la nuit avait cessé. Quoique toujours obscurci par la hauteur des maisons, le hideux quartier où le lecteur nous a suivis semblait moins horrible vu à la clarté d'un beau jour. Soit que Rodolphe ne craignit plus la rencontre des 2 personnes qu'il avait évitées la veille, soit qu'il la bravât, vers les 11 heures du matin, il entra dans la rue aux Fèves et se dirigea vers la taverne de l'Ogresse. Rodolphe était toujours habillé en ouvrier, mais on remarquait dans ses vêtements une certaine recherche. Sa blouse neuve, ouverte sur la poitrine, laissait voir sa chemise de laine rouge, fermée par plusieurs boutons d'argent. Le col d'une autre chemise de toile blanche se rabattait sur sa cravate de soie noire, négligemment nouée autour de son cou. De sa casquette de velours bleu de ciel, à visière vernie, s'échappaient quelques boucles de cheveux châtains. Des bottes parfaitement cirées, remplaçant les gros souliers ferrés de la veille, mettaient en valeur un pied charmant, qui paraissait d'autant plus petit qu'il sortait d'un large pantalon de velours olive.
Ce costume ne nuisait en rien à l'élégance de la tournure de Rodolphe, rare mélange de grâce, de souplesse et de force. Nos habits sont tellement laids qu'on ne peut que gagner à les quitter, même pour les vêtements les plus vulgaires. L'ogresse se prélassait sur le seuil du tapis franc lorsque Rodolphe s'y présenta. Votre servante, jeune homme, vous venez sans doute chercher la monnaie de vos 20 francs, dit-elle avec une sorte de déférence, n'osant pas oublier que la veille le vainqueur du Chourineur lui avait jeté un louis sur son comptoir. Il vous revient 17 livres 10 sous. Ça n'est pas tout. On est venu vous demander hier. Un grand monsieur bien couvert, il avait aux jambes des bottes à cœur comme un tambour-major en bourgeois, et au bras une petite femme déguisée en homme. Ils ont bu du cacheté avec le Chourineur. Ah, ils ont bu avec le Chourineur, et que lui ont-ils dit? Quand je dis qu'ils ont bu, je me trompe. Ils n'ont fait que tremper leurs lèvres dans leur verre. Et je te demande ce qu'ils ont dit au Chourineur. Ils lui ont parlé de choses et d'autres, quoi, de Bras-Rouge, de la pluie et du beau temps. Ils connaissent Bras-Rouge? Au contraire, le Chourineur leur a expliqué qui c'était et comment vous l'aviez battu. C'est bon, il ne s'agit pas de ça. Vous demandez votre monnaie? Oui, et j'emmènerai la Goualeuse passer la journée à la campagne. Oh, impossible ça, mon garçon. Pourquoi? Elle n'a qu'à ne pas revenir. Ses nippes sont à moi, sans compter qu'elle me doit encore 220 francs pour finir de s'acquitter de sa nourriture et de son logement depuis que je l'ai prise chez moi. Si elle n'était pas honnête comme elle l'est, je ne la laisserai pas aller plus loin que le coin de la rue au moins. La Goualeuse te doit 220 francs. 220 francs, 10 sous. Mais qu'est-ce que ça vous fait, mon garçon? Ne dirait-on pas que vous allez les payer? Faites donc le milord. Tiens, dit Rodolphe en jetant 11 louis sur l'étain du comptoir de l'ogresse. Maintenant, combien vaut la défroque que tu lui loues? La vieille, ébahie, examinait les louis l'un après l'autre d'un air de doute et de défiance. Ah ça! Crois-tu que je te donne de la fausse monnaie? Envoie changer cet or et finissons. Combien vaut la défroque que tu loues à cette malheureuse? L'ogresse, partagée entre le désir de faire une bonne affaire, l'étonnement de voir un ouvrier posséder autant d'argent, la crainte d'être dupée et l'espoir de gagner davantage encore, l'ogresse garda un moment le silence, puis elle reprit. Ces hardes valent au moins 100 francs. De pareilles guenilles! Allons donc, tu garderas la monnaie d'hier et je te donnerai encore un louis, rien de plus. Se laisser rançonner par toi, c'est voler les pauvres qui ont droit à des aumônes. Eh bien, mon garçon, je garde mes hardes. La Goualeuse ne sortira pas d'ici. Je suis libre de vendre mes effets ce que je veux. Que Lucifer te brûle un jour selon tes mérites. Voilà ton argent. Va me chercher la Goualeuse. L'ogresse empocha l'or, pensant que l'ouvrier avait commis un vol ou fait un héritage, et lui dit avec un ignoble sourire. Pourquoi, mon fils, ne monteriez-vous pas chercher vous-même la Goualeuse? Cela lui ferait plaisir, car, foi de mère Ponisse, hier, elle vous reluquait joliment. Va la chercher, et dis-lui que je l'emmènerai à la campagne, rien de plus, surtout qu'elle ne sache pas que je t'ai payé sa dette. Pourquoi donc? Que t'importe? Au fait, ça m'est égal, j'aime mieux qu'elle se croie encore sous ma coupe. Te tairas-tu? Monteras-tu? Oh, quel air méchant! Je plains ceux à qui vous en voulez. Allons, j'y vais, j'y vais. Et l'ogresse monta. Quelques minutes après, elle redescendit. La Goualeuse ne voulait pas me croire. Elle est devenue cramoisie quand elle a su que vous étiez là. Mais quand je lui ai dit que je lui permettais de passer la journée à la campagne, j'ai cru qu'elle devenait folle. Pour la première fois de sa vie, elle a eu envie de me sauter au cou. C'était la joie de te quitter. J'adore. Fleur de Marie entra dans ce moment, vêtue comme la veille. Robe d'alépine brune, châle orangé noué derrière le dos, marmotte à carreaux rouges laissant voir seulement 2 grosses nattes de cheveux blonds. Elle rougit en reconnaissant Rodolphe et baissa les yeux d'un air confus. « Voulez-vous venir passer la journée à la campagne avec moi, mon enfant ?» dit Rodolphe. « Bien volontiers, monsieur Rodolphe, dit la Goualeuse, puisque madame le permet. Je t'y autorise, ma petite chatte, par rapport à ta bonne conduite, dont tu fais l'ornement. Allons, viens m'embrasser. » Et la mégère tendit à Fleur de Marie son visage couperosé. La malheureuse, surmontant sa répugnance, approcha son front des lèvres de l'ogresse. Mais d'un violent coup de coude, Rodolphe repoussa la vieille dans son comptoir, prit le bras de Fleur de Marie et sortit du tapis franc au bruit des malédictions de la mère Ponisse. « Prenez garde, monsieur Rodolphe, dit la Goualeuse, l'ogresse va vous jeter quelque chose à la tête, elle est si méchante. »« Rassurez-vous, mon enfant. Mais qu'avez-vous? Vous semblez embarrassé, triste? Êtes-vous fâché de venir avec moi? »
Au contraire, mais vous me donnez le bras. Eh bien, vous êtes ouvrier. Quelqu'un peut dire à votre bourgeois qu'on vous a rencontré avec moi, ça vous fera du tort. Les maîtres n'aiment pas que leurs ouvriers se dérangent. Et la goualeuse dégagea doucement son bras de celui de Rodolphe en ajoutant: Allez tout seul, je vous suivrai jusqu'à la barrière. Une fois dans les champs, je reviendrai auprès de vous. Ne craignez rien, dit Rodolphe, touché de cette délicatesse, et reprenant le bras de Fleur de Marie. Mon bourgeois ne demeure pas dans ce quartier, et puis d'ailleurs, nous allons trouver un fiacre sur le quai aux Fleurs. Comme vous voudrez, monsieur Rodolphe, je vous disais cela pour ne pas vous faire arriver de peine. Je le crois et je vous en remercie, mais franchement, vous est-il égal d'aller à la campagne, dans un endroit ou dans un autre? Ça m'est égal, monsieur Rodolphe, pourvu que ce soit à la campagne. Il fait si beau, le grand air est si bon à respirer. Savez-vous que voilà 5 mois que je n'ai pas été plus loin que le marché aux Fleurs? Et encore, si l'ogresse me permettait de sortir de la cité, c'est qu'elle avait confiance en moi. Et quand vous veniez à ce marché, c'était pour acheter des fleurs? Oh non, je n'avais pas d'argent, je venais seulement les voir, respirer leur bonne odeur. Pendant la demi-heure que l'ogresse me laissait passer sur le quai les jours de marché, j'étais si contente que j'oubliais tout. Et en rentrant chez l'ogresse dans ces vilaines rues, je revenais plus triste que je n'étais partie, et je renfonçais mes larmes pour ne pas être battue. Tenez, au marché, ce qui me faisait envie, oh, bien envie, c'était de voir de petites ouvrières bien proprettes qui s'en allaient toutes gaies, avec un beau pot de fleurs dans leurs bras. Je suis sûre que si vous aviez eu seulement quelques fleurs sur votre fenêtre, cela vous aurait tenu compagnie. C'est bien vrai ce que vous dites là, monsieur Rodolphe. Figurez-vous qu'un jour, l'ogresse, à sa fête, sachant mon goût, m'avait donné un petit rosier. Si vous saviez comme j'étais heureuse, je ne m'ennuyais plus à aller, je ne faisais que regarder mon rosier. Je m'amusais à compter ses feuilles, ses fleurs, mais l'air est si mauvais dans la cité qu'au bout de 2 jours, il a commencé à jaunir. Alors, mais vous allez vous moquer de moi, monsieur Rodolphe. Non, non, continuez. Eh bien alors, j'ai demandé à l'ogresse la permission de sortir et d'aller promener mon rosier. Oui, comme j'aurais promené un enfant. Je l'emportais au quai. Je me figurais que d'être avec les autres fleurs, dans ce bon air frais et embaumé, ça lui faisait du bien. Je trempais ces pauvres feuilles flétries dans la belle eau de la fontaine, et puis, pour le ressuyer, je le mettais un bon quart d'heure au soleil. Cher petit rosier, il n'en voyait jamais de soleil dans la cité, car dans notre rue, il ne descend pas plus bas que le toit. Enfin, je rentrai. Eh bien, je vous assure, monsieur Rodolphe, que grâce à ces promenades, mon rosier a peut-être vécu 10 jours de plus qu'il n'aurait vécu sans cela. Je vous crois, mais quand il est mort, ça a été une grande perte pour vous. Je l'ai pleuré, ça a été un vrai chagrin. Et tenez, monsieur Rodolphe, puisque vous comprenez qu'on aime les fleurs, je peux bien vous dire ça. Eh bien, je lui avais aussi comme de la reconnaissance de... Ah, pour cette fois, vous allez vous moquer de moi. Non, non, j'adore les fleurs. Ainsi je comprends toutes les folies qu'elles font faire ou qu'elles inspirent. Eh bien, je lui étais reconnaissante à ce pauvre rosier de fleurir si gentiment pour moi, quoique, enfin, malgré ce que j'étais. Et la goualeuse baissa la tête et devint pourpre de honte. Malheureux enfant, avec cette conscience de votre horrible position, vous avez dû souvent avoir envie d'en finir, n'est-ce pas, monsieur Rodolphe, dit la goualeuse en interrompant son compagnon. Oh oui, allez, plus d'une fois j'ai regardé la scène par-dessus le parapet. Mais après, je regardais les fleurs, le soleil. Alors je me disais, la rivière sera toujours là. Je n'ai pas 17 ans, qui sait. Quand vous disiez qui sait, vous espériez? Oui. Et qu'espériez-vous? Je ne sais pas, j'espérais, oui, j'espérais presque malgré moi. Dans ces moments-là, il me semblait que mon sort n'était pas mérité, qu'il y avait en moi quelque chose de bon. Je me disais, on m'a bien tourmenté, mais au moins je n'ai jamais fait de mal à personne. Si j'avais eu quelqu'un pour me conseiller, je ne serais pas où j'en suis. Alors ça chassait un peu ma tristesse. Après ça, il faut dire que ces pensées m'étaient surtout venues à la suite de la perte de mon rosier, ajouta la goualeuse d'un air solennel qui fit sourire Rodolphe. Toujours ce grand chagrin. Oui, tenez, le voilà. Et la goualeuse tira de sa poche un petit paquet de bois soigneusement coupé et attaché avec une faveur rose. Vous l'avez conservé? Je le crois bien, c'est tout ce que je possède au monde. Comment, vous n'avez rien à vous? Rien. Mais ce collier de corail, c'est à l'ogresse. Comment, vous ne possédez pas un chiffon, un bonnet, un mouchoir? Non, rien, rien.
que les branches sèches de mon pauvre rosier. C'est pour cela que j'y tiens tant. » À chaque mot, l'étonnement de Rodolphe redoublait. Il ne pouvait comprendre cet épouvantable esclavage, cette horrible vente du corps et de l'âme pour un abri sordide, quelques haillons et une nourriture immonde. Rodolphe et la Goualeuse arrivèrent au quai aux Fleurs. Un fiacre les attendait. Rodolphe y fit monter la Goualeuse. Il monta après elle et dit au cocher: « À Saint-Denis. Je te dirai plus tard le chemin qu'il faudra prendre. » La voiture partit. Le soleil était radieux, le ciel sans nuages, le froid un peu piquant. L'air circulait vif et frais à travers l'ouverture des glaces baissées. « Tiens, un manteau de femme, » dit la Goualeuse en remarquant qu'elle s'était assise sur ce vêtement qu'elle n'avait pas aperçu. « Oui, c'est pour vous, mon enfant. Je l'ai pris dans la crainte que vous n'ayez froid. Enveloppez-vous bien. » Peu habituée à ces prévenances, la pauvre fille regarda Rodolphe avec surprise. L'espèce d'intimidation que ce dernier lui causait augmentait encore, ainsi qu'une tristesse vague dont elle ne se rendait pas compte. « Mon Dieu, monsieur Rodolphe, comme vous êtes bon, ça me rend honteuse. »« Parce que je suis bon ? » ?»« Non, mais il me semble que vous ne parlez plus maintenant comme hier, que vous êtes tout autre. Voyons, Fleur de Marie, qu'aimez-vous mieux, que je sois le Rodolphe d'hier ou le Rodolphe d'aujourd'hui ? Je vous aime bien mieux comme maintenant. Pourtant, hier, il me semblait que j'étais plus votre égale. » Puis, se reprenant aussitôt, craignant d'avoir humilié Rodolphe, elle reprit: « Quand je dis votre égal, monsieur Rodolphe, je sais bien que cela ne peut pas être. Il y a une chose qui m'étonne en vous, Fleur de Marie. »« Quoi donc, monsieur Rodolphe ? Vous semblez oublier ce que la chouette vous a dit hier de vos parents, qu'elle connaissait votre mère. »« Oh, je n'ai pas oublié cela, j'y ai pensé cette nuit et j'ai bien pleuré. Mais je suis sûre que cela n'est pas vrai. La borgnesse aura inventé cette histoire pour me faire de la peine. Il se peut que la chouette soit mieux instruite que vous ne le croyez. Si cela était, ne seriez-vous pas heureuse de retrouver votre mère ? Hélas, monsieur Rodolphe, si ma mère ne m'a jamais aimée, à quoi bon la retrouver ? Elle ne voudra pas seulement me voir. Si elle m'a aimée, quelle honte je lui ferais, elle en mourrait peut-être. Si votre mère vous a aimé, Fleur de Marie, elle vous plaindra, elle vous pardonnera et elle vous aimera encore. Si elle vous a délaissé, en voyant à quel sort affreux son abandon vous a réduite, sa honte vous vengera. À quoi ça sert-il de se venger ? Et puis, si je me vengeais, il me semble que je n'aurais plus le droit de me trouver malheureuse, et souvent, cela me console. Vous avez peut-être raison, n'en parlons plus. » À ce moment, la voiture arrivait près de Saint-Ouen, à l'embranchement de la route de Saint-Denis et du chemin de la Révolte. Malgré la monotonie du paysage, Fleur de Marie fut si transportée de voir des champs, comme elle disait, qu'oubliant les tristes pensées que le souvenir de la chouette venait d'éveiller en elle, son charmant visage s'épanouit. Elle se pencha à la portière en battant des mains et s'écria: « Monsieur Rodolphe, quel bonheur, de l'herbe, des champs! Si vous vouliez me permettre de descendre, il fait si beau, j'aimerais tant accourir dans ces prairies. »« Courons, mon enfant, cocher, arrête. »« Comment, vous aussi, monsieur Rodolphe ? Moi aussi, je m'en fais une fête. Quel bonheur, monsieur Rodolphe !» Et Rodolphe et la Goualeuse de se prendre par la main et de courir à perdre haleine dans une vaste pièce de regain tardif récemment fauché. Dire les bons, les petits cris joyeux, le ravissement de Fleur de Marie serait impossible. Pauvre gazelle si longtemps prisonnière, elle aspirait le grand air avec ivresse. Elle allait, venait, s'arrêtait, repartait avec de nouveaux transports. À la vue de plusieurs touffes de pâquerettes et de quelques boutons d'or épargnés par les premières gelées blanches, la Goualeuse ne put retenir de nouvelles exclamations de plaisir. Elle ne laissa pas une de ces petites fleurs et glana tout le pré. Après avoir ainsi couru au milieu des champs, lassée vite car elle avait perdu l'habitude de l'exercice, la jeune fille, s'arrêtant pour reprendre haleine, s'assit sur un tronc d'arbre renversé au bord d'un fossé profond. Le teint transparent et blanc de Fleur de Marie, ordinairement un peu pâle, se nuançait des plus vives couleurs. Ses grands yeux bleus brillaient doucement, sa bouche vermeille, haletante, laissait voir 2 rangées de perles humides. Son sein battait sous son vieux petit châle orange. Elle appuyait une de ses mains sur son cœur pour en comprimer les pulsations, tandis que, de l'autre main, elle tendait à Rodolphe le bouquet de fleurs des champs qu'elle avait cueilli. Rien de plus charmant que l'expression de joie innocente et pure qui rayonnait sur cette physionomie candide. Lorsque Fleur de Marie put parler,
Elle dit à Rodolphe, avec un accent de félicité profonde, de reconnaissance presque religieuse, « Que le bon Dieu est bon de nous donner un si beau jour !» Une larme vint aux yeux de Rodolphe, en entendant cette pauvre créature, abandonnée, méprisée, perdue, sans asile et sans pain, jeter un cri de bonheur et de gratitude ineffable envers le Créateur parce qu'elle jouissait d'un rayon de soleil et de la vue d'une prairie. Rodolphe fut tiré de sa contemplation par un incident imprévu.